Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, distingués invités, c'est un honneur pour nous de vous accueillir ce jour dans le cadre de la session inaugurale du cycle supérieur de formation en intelligence artificielle en Afrique au CCRI John Smith de Ouidah. Ouvert depuis le 15 juin dernier, le CCR international John Smith est conçu comme une expérience unique, un espace de découverte de la création artistique sous toutes ses formes, un lieu de vie où se tiennent les événements toute l'année, un lieu exceptionnel grâce à l'architecture du site. Il intègre dans un projet de territoire mené par la municipalité pour lier travail de mémoire et création culturelle. La priorité du projet du centre porte sur le développement d'un lien fort avec les habitants du territoire et la construction de la reconnaissance d'un lieu comme un point d'ancrage culturel pour la communauté. Il est un lieu pluridisciplinaire qui associe histoire, patrimoine, recherche et création contemporaine, notamment dans le domaine des écritures. Sa programmation artistique comprend ateliers, séminaires, résidences, spectacles, expositions, ainsi que des actions de valorisation patrimoniale et touristique. Ce développement territorial est rejoint par une volonté de rayonnement international par la mise en relation d'artistes béninois et internationaux. Membre du réseau européen des centres culturels de rencontre et premier centre culturel de rencontre d'Afrique subsaharienne, il vise à connecter, soutenir, accompagner et former les acteurs du milieu culturel, à développer les publics et à privilégier le contact des élèves et étudiants avec les œuvres, les artistes et le patrimoine. Lieu de culture, de transmission et de rencontre, le CCRI est aussi un lieu de mémoire, ancien tribunal colonial. Il est le symbole de justice, mais d'une justice différenciée à l'époque coloniale. Lieu de la tombe de John Smith, il est le symbole du retour. Le retour de John Smith, petit-fils d'esclave, parti de Ouidah sur le Clotilda, dernier bateau négrier, 1860. Lieu historique, le CCRI de Ouidah abrite une salle d'exposition, des bureaux, une médiathèque, un restaurant, un théâtre de verdure. Il abrite 4 chambres pour l'hébergement. Le CCRI travaille pour la mise en place d'un espace numérique très prochainement, et c'est pour cela que nous nous réjouissons d'accueillir cette session qui pour nous est signe d'une belle et future perspective pour attirer et pourquoi pas intéresser la jeune génération au titre de l'intelligence artificielle. Nous souhaitons, notre souhait est que l'intelligence artificielle participe également à la valorisation de nos richesses culturelles, artistiques et touristiques à travers de projets pensés, conçus et réalisés par nous. Vive l'innovation technologique, vive la culture et les arts, vive le CCRI John Smith, vive le Bénin. Je vous remercie. Madame le ministre du numérique et de la digitalisation est ici représentée par son secrétaire général adjoint. Messieurs les membres et les représentants du corps diplomatique accrédité au Bénin, notamment le représentant de l'ambassade de France et le représentant de l'Union européenne ici présent, Monsieur le président de l'Agence francophone de l'intelligence artificielle, Monsieur le préfet, secrétaire général d'Amichemi, fonds de dotation du ministère français de l'Intérieur, Monsieur le président de la société Prométhée, Mesdames et Messieurs les représentants de diverses structures de l'État dédiées au numérique dans notre pays, notamment l'ADN, CMS City, pour ne citer que ceux-là, Monsieur le directeur exécutif de la Fondation André Ngouedi pour le numérique, la jeunesse et l'intelligence artificielle, Monsieur le directeur du Centre culturel de rencontre internationale John Smith, distingués invités, chers participants, Mesdames et Messieurs, au nom du Conseil communal et en mon nom propre, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout un chacun de vous ici dans la cité historique de Passé. En effet, ce jour 24 février 2022, dans les locaux du Centre culturel de rencontre internationale John Smith, le Bénin et la ville de Ouidah
sont mis à l'honneur par la FRIA et ses partenaires dans le cadre du lancement du cycle supérieur de formation en intelligence artificielle et New Space. Ces initiatives s'inscrivent donc dans notre ville comme un potentiel œuvre d'innovation, de créativité et d'investissement dans l'économie numérique, notamment l'intelligence artificielle, la robotique et les industries spatiales. C'est donc ici le lieu de remercier très sincèrement et très chaleureusement le président de la République, son Excellence Patrice Talon, ainsi que les leaders et personnalités du premier plan de WIDA, dont la vision, l'encouragement et le soutien contribuent au rayonnement national et international de notre chère et beau et belle ville, la ville de WIDA. Je voudrais, avec votre permission, nommer notamment l'honorable député Mathieu Adjovi et le général Mathias Adjoumoumouni, pour ne citer que ceux-là, auxquels je souhaite associer également le président de la FRIA, Dr. Eric Adja, dont l'attachement à notre ville se démontre à travers le lancement du SIANA ici ce jour. C'est donc le lieu également de remercier Madame la ministre du Numérique et de la Digitalisation pour son parrainage, ainsi que les partenaires de ce projet, notamment la société Prométhée et la Michimi. En effet, notre souhait est qu'au-delà de ce cycle de formation et dans le cadre du programme d'action du gouvernement, les partenaires puissent accompagner le Bénin dans le renforcement des compétences et des capacités techniques nécessaires à la préparation et à l'adoption d'un véritable programme spécial national, favorisant le lancement des satellites grâce à une mobilisation adéquate de ressources. C'est enfin le lieu de saluer l'engagement et la disponibilité des participants à divers niveaux, que ce soit ceux qui sont en présentiel dans la salle ou ceux qui sont en ligne pour assister au lancement officiel de la première édition de ce cycle de formation auquel nous souhaitons un très grand succès. Vive le SIANA, vive WIDA, je vous remercie. Monsieur le maire de la ville de WIDA, messieurs les représentants du corps diplomatique accrédité au Bénin, notamment le représentant adjoint de l'Union européenne, qui nous fait honneur de votre présence, monsieur le représentant de l'ambassadeur de France au Bénin, colonel Siabrini, attaché de sécurité intérieure de la France, de l'ambassade de France au Bénin. Monsieur le préfet, secrétaire général d'Amichemi, fonds de dotation du ministère de l'Intérieur, qui est connecté en ligne au sein de la délégation ministérielle à l'intelligence artificielle, ainsi que toute votre équipe. Cher Jean-Martin Jaspez, monsieur le président de la société Prométhée, cher Olivier Pips et toute votre équipe de Prométhée connectée dans vos locaux, cher général Adjoumoumouni, général de brigade à la retraite et haute personnalité de la ville de WIDA, merci pour votre présence, pour votre soutien. Mesdames et messieurs les représentants des diverses agences et structures de l'État dédiées au numérique, notamment l'ADN, dont j'ai aperçu M. Akere-Bourou ici et d'autres représentants, City. Mesdames les représentantes de la Fondation Odon Vallée et de Bénin Excellence, Monsieur le directeur exécutif de la Fondation Adrien Ngwedji pour le numérique, la jeunesse et l'intelligence artificielle, cher Parfait Aouyo, Monsieur le délégué, Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif au Bénin, en France et dans les autres pays, Monsieur le directeur du CCRI, John Smith, qui nous accueille, cher Monsieur Gloy, distingués invités, chers participants, participantes du CCNA, mesdames et messieurs. En vous voyant aussi nombreux dans cette salle et aussi en ligne, je ne peux qu'en conclure que les organisateurs, les partenaires de ce cycle ont eu raison de croire en ce projet et de s'y engager malgré les divers risques et difficultés inhérents à l'organisation d'une telle activité, comme vous pouvez vous imaginer, en ligne et en présentiel, donc en mode hybride.
les partenaires, notamment Prométhée, la Michemi et la FRIA, ainsi que tous les membres du comité d'organisation que je remercie ici, ont eu raison d'y croire, car l'idée d'un cycle de formation en IA et Neospace, vous parlez en français néospatial, a germé il y a à peine quelques semaines à l'initiative de monsieur le préfet Jean-Martin Jaspers, qui intervient ici en sa qualité de secrétaire général du Fonds de dotation du ministère de l'Intérieur, la Michemi, et qui a eu l'occasion de présenter ce projet à l'ambassade du Bénin à Paris. Et la FRIA s'est retrouvée donc associée à la suite de ce projet avec la société Prométhée. Oui, nous avons raison d'y croire parce que les enjeux sont importants. Nos collègues au Bénin ont raison aussi d'y croire, notamment la mairie de Ouidah. Monsieur le maire, merci pour votre accueil de cette idée de ce projet, avec le soutien de l'honorable Mathieu Adjovi, du général Adjoumouni, dont je salue l'engagement, parce que le lancement de cette activité ici à Ouidah, au-delà du symbole, participe au rayonnement de cette ville. Pas uniquement pour son passé en tant que foyer de la traite négrière, pas uniquement pour son présent en tant que ville culturelle, mais également pour son futur, en tant que ville numérique et intelligente, favorisée par une forte volonté politique du gouvernement du Bénin de faire du numérique un levier de développement des villes et territoires du pays. Ainsi, nous souhaitons, notre souhait, comme vous l'avez exprimé tout à l'heure, est que la cité de Passé, ville du temple des Pythons, devienne aussi la ville de la formation en langage Python, qui est un langage de l'intelligence artificielle. Merci. Les participants inscrits à ce cycle, une centaine en ligne et puis une cinquantaine en présentiel, ont raison aussi d'y croire parce que une telle formation de haut niveau constitue une grande première en Afrique. Comme nous le verrons dans la suite des présentations, ce cycle de formation fera appel aux plus grands experts du domaine et sera décliné en 8 séminaires en français et en anglais pour contribuer à construire une vision partagée entre l'intelligence artificielle et le néospatial. En effet, le Neospace, comme certains ont pu le découvrir en faisant des recherches, constitue aujourd'hui une industrie spatiale créée sous l'impulsion des opérateurs privés comme Elon Musk ou Richard Branson, qui font bénéficier au spatial traditionnel les innovations des technologies issues d'autres secteurs, tels que le numérique, le big data, qu'on appelle les données massives en français, ou l'aéronautique. Ainsi, pour les pays en développement comme le Bénin, cette nouvelle ère du spatial constitue une opportunité inédite. Pourquoi? Parce qu'avec le lancement aujourd'hui de nanosatellites, donc de petits satellites à moindre coût, donc à prix accessible à des pays au budget comme les nôtres, nos pays peuvent se lancer dans la conquête spatiale comme les grands pays et utiliser l'espace au service du développement durable avec des applications concrètes telles que l'observation des forêts, les déplacements aux frontières, donc la sécurité des personnes et des biens dans les frontières, la détection des feux de forêt, la gestion des réserves en eau, la sécurité alimentaire, l'urbanisme à travers le cadastre, qu'on peut mieux observer depuis l'espace, la lutte contre l'érosion côtière, la protection du port autonome de Cotonou et des infrastructures techniques comme les ponts et chaussées. Voilà des usages concrets du néospatial dont les présentations auront l'occasion de mieux vous expliquer les enjeux. Ainsi, à travers ce cycle de formation, l'AFRIA et ses partenaires souhaitent modestement contribuer aux efforts du gouvernement béninois de faire du Bénin une plateforme de services numériques en Afrique de l'Ouest par la croissance économique et l'inclusion sociale. Pour terminer, le rêve que nous voulons vous partager, c'est que nous puissions positionner ensemble le Bénin au cœur de l'industrie spatiale africaine naissante. Il s'agit donc d'une vision grâce à la formation. La formation est vraiment l'alpha et l'oméga parce qu'il y a à la clé
il y a des opportunités d'emploi des jeunes talents du Bénin en matière de data science, en matière d'interprétation des données. Parce qu'une chose est de recueillir des données dans l'espace, mais une autre chose est qu'au sol, on puisse interpréter ces données pour l'aide à la décision du gouvernement et des spécialistes en la matière. C'est pourquoi, avec le soutien des partenaires tels que Prométhée, tels que la Michemi, tels que le Centre national d'études spatiales, le CNES en France, l'Agence spatiale africaine au Caire et bien d'autres entités nationales, sous-régionales et internationales, le Bénin, sans tirer des plans sur la comète, pour filer la métaphore, le Bénin peut se lancer avantageusement dans l'adoption d'un programme spatial national qui soit réaliste et qui puisse être à la fois aussi ambitieux par un processus d'acquisition accompagné, aidé par les partenaires, dont je salue la présence d'un certain nombre d'ici, pour l'acquisition et le lancement de nanosatellites, afin de devenir ainsi un pays clé dans la fourniture de compétences nécessaires à la conquête de l'espace africain. Ce rêve est à portée de main, parce que la volonté politique existe. Et nous voulons saluer cette volonté du gouvernement et du chef de l'État pour faire du Bénin un pays pionnier dans ces domaines. C'est pourquoi l'Afria et ses partenaires souhaitent partager avec les autorités du Bénin ce rêve, les autorités ici représentées valablement par le ministère du Numérique, ainsi qu'aux diverses entités publiques et privées, aux membres du corps diplomatique et à tous les partenaires ici présents. En effet, comme disait Dom El, lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve, alors que lorsqu'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. L'utopie partagée, c'est le ressort de l'histoire. C'est pourquoi, en terminant, je remercie tous les partenaires, toutes les personnes, le comité d'organisation, toute l'équipe qui s'est engagée à la réussite de ce cycle de formation qui sera lancé tout à l'heure et qui pourra se renforcer au fur et à mesure parce que les partenariats, les conventions sont assignés. C'est un programme en cours de mise en place, mais qui a déjà beaucoup d'intérêt et beaucoup d'ambition. C'est sur ces mots que je voudrais vous remercier de votre bienveillante attention et souhaiter bon vent pour les participants qui se sont inscrits pour tous les 8 cycles. Je vous remercie. Un grand merci à Ouida pour nous mettre ainsi en ligne avec vous et de pouvoir partager ce moment important pour le Bénin, important aussi bien entendu pour vos amis en France et en Europe et l'ensemble des Africains qui participent à ce cycle. Je souhaite d'abord saluer Monsieur le maire de Ouida pour le remercier aussi pour son discours, saluer l'ensemble des autorités présentes et notamment la délégation de l'Union européenne et l'ambassade de France, et saluer tout particulièrement le docteur Eric Adja, président de l'AFRIA, que je félicite pour son dynamisme. Quelques mots pour vous parler de ce cycle supérieur de formation en intelligence artificielle et en espace pour l'Afrique, que nous construisons avec une dizaine de pays d'Afrique et notamment le Mali qui vient de nous rejoindre avec une partie de formateurs, le Maroc, le Sénégal, et des pays qui vont être cités tout à l'heure, et vous avez eu raison, docteur Adja, de citer en priorité le Nigeria, où Prométhée a déjà des liens extrêmement forts, et l'Égypte, qui sera le cœur de l'agence spatiale africaine en cours de construction, que l'Union africaine a décidé de construire. Slide suivant. Merci de me donner le slide suivant. Alors, quelques mots simplement pour vous dire que le fonds de dotation que nous avons ici en France aide des formations internationales. Je suis très heureux de voir qu'une fondation béninoise est présente et bien entendu aussi la fondation Odon-Vallée, qui depuis plusieurs années font que Cotonou est sur la carte d'Afrique comme un des pays où des milliers de jeunes se forment à l'initiation à l'intelligence artificielle. Ceci explique aussi que nous venons rejoindre ces deux fondations pour donner un coup de pouce à la naissance d'un produit du New Space, qui est un produit léger que Madame Gaëlle Gibon va tout à l'heure présenter. Alors, ce fonds de dotation écrit cette année un livre vert qui va sortir cet été, lance des cycles de formation en France sur les questions de jeunesse et les métiers de la justice et des affaires intérieures,
et a depuis 5 ans aidé la construction de forums en Europe dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est notre première action dans le champ de l'intelligence artificielle en Afrique. Et durant toute l'année, nos réseaux de bénévoles vont aider le Bénin et l'ensemble des pays d'Afrique, aider aussi Prométhée à réussir ce cycle supérieur. La suite. Alors, New Space est un défi pour l'ensemble des cadres dirigeants dont je fais partie, mais aussi l'ensemble des cadres intermédiaires, les chefs d'entreprise et bien entendu par la jeunesse. On est rentré dans l'ère spatiale nouvelle depuis 4-5 ans. En ce qui concerne la France, la prise de conscience date de l'année dernière, avec notamment un changement de direction au CNES et une orientation vers ce nouvel espace. Et nous allons co-construire, grâce à ce cycle, des actions pour, parler des systèmes de télécommunication et d'orientation, puisqu'on est tous dépendants du GPS et l'ensemble de nos organisations dépendent des télécommunications qui passent par les 5000 satellites qui tournent déjà autour de la Terre et qui nous fournissent des services. Un deuxième point qui est important pour les cadres dirigeants, c'est les mécanismes de contrôle et d'impact des décisions publiques. Grâce aux observations de l'espace, aux images qui viennent de l'espace, nous allons pouvoir opérer des contrôles des décisions que nous prenons au sol, voire travailler sur des systèmes prédictifs de ces décisions. Encore faut-il comprendre comment tout ça marche ensemble et avoir au sol des experts, des spécialistes capables d'interpréter les images et les informations que l'espace nous donne. On a un sujet que le docteur Eric Adja a cité, et je salue aussi parmi vous l'ancien chef d'état-major de l'armée du Bénin, qui connaît mieux les questions de sécurité que nombre d'entre nous. L'espace, c'est un domaine qui œuvre pour la sécurité des populations, et grâce aux informations d'espace, on peut mieux contrôler les flux et mieux contrôler les frontières. La souveraineté est un sujet important et pour être souverain, il faut parfois posséder les satellites ou simplement être capable d'interpréter soi-même les images des satellites au sol. Et il y a donc des volets sécurité parmi tous les autres volets de l'agriculture, de la santé et bien entendu des télécommunications. L'essentiel dans ce domaine et le véritable défi, c'est de former la jeunesse et des talents dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, et de construire des cycles spécialisés qui sont à la fois les mêmes pour l'Afrique et l'Europe, et à la fois qui doivent être un peu spécifiques. Ce cycle supérieur sera dominante africaine, mais nous aurons aussi des participants européens, et à titre personnel, je suis très intéressé par la 40aine de conférences qui vont être offertes aux participants dans ce cycle, et je salue aussi la présence de la société Prométhée, qui nous fournira une dizaine des experts. Une partie des experts viendront des universités africaines, et c'est grâce à ces experts, dans des formats courts, que nous allons pouvoir mieux comprendre ce qui se passe dans le domaine spatial et en quoi ça nous concerne directement. La suite. Donc, quelques mots simplement pour dire avec mes mots ce que le docteur Adja vous a déjà annoncé, c'est que l'intelligence artificielle sera nécessaire parce que cette photos des satellites, toutes les informations qui passent par les satellites vont créer des données de masse, vont encore augmenter la masse des données. Et si vous n'utilisez pas les algorithmes pour les interpréter, pour exploiter ces données ne sont pas très utiles. Et donc, l'un des enjeux pour le continent africain et pour le Bénin en particulier, pour le Nigeria, pour le Sénégal, pour le Cameroun, pour le Maroc, pour la Tunisie, pour l'Égypte, qui sont déjà les pays qui vont participer à ce cycle, sera d'être capable d'exploiter ces données de masse. C'est le lien avec ce qui est mon métier par ailleurs, l'intelligence artificielle, en sachant que là, nous sommes dans un cycle d'intérêt général qui est offert, qui n'est pas très spécialisé. Je rappelle que c'est un cycle qui, au total, a de l'ordre de 20 à 25 heures de formation. Et donc, bien entendu, pour former des experts, il faudra y passer plus de temps, et c'est un peu la suite d'autres cycles qui seront à construire. Et j'ai bien reçu le message à la fois du directeur du centre culturel qui vous accueille et aussi du maire de Ouidah sur l'intérêt du Bénin pour être un des sites où se construit une partie de ces formations. L'intelligence artificielle va aider l'être humain à lancer de nouveaux systèmes de pilotage, des systèmes de pilotage de l'eau, des systèmes de pilotage des flux, des systèmes de pilotage aussi dans le domaine
des flux maritimes. Et tout ça nécessite un travail d'ingénieur, de juriste et de nouveaux métiers très, très spécialisés. Là, on est sur un cycle généraliste, mais il devra bien entendu être complété dans des domaines extrêmement précis. Je pense que, effectivement, l'Afrique, qui est entrée dans l'ère spatiale déjà depuis quelques années, mais où les choses vont s'accélérer très rapidement sur la période des 4-5 années qui viennent, a intérêt à former au sol plusieurs centaines d'experts en data science. J'ai entendu tout à l'heure l'appel à la culture, et bien entendu, la musique va se diffuser par ces satellites, les informations sur la mode vont passer par ces satellites, les enseignements des différentes langues africaines vont passer par ces réseaux de satellites, et donc le New Space est aussi une question très fortement culturelle. Dans tous ces domaines, nous avons besoin de former à tous les stades des experts en data science, au stade 1, c'est-à-dire des gens qui ont simplement quelques connaissances, qui savent utiliser et programmer un GPS. Au stade 2, on commence à travailler avec des data scientists. Au stade 3, c'est-à-dire des chefs de projet en intelligence artificielle et New Space, il faut en moyenne une centaine d'heures de formation pour atteindre ce stade 3. Et ensuite se situent les stades 4 et 5 d'une échelle qu'on appelle ERCIA, E-R-C-I-A, donc qui est l'évaluation donc des compétences en intelligence artificielle, le stade 5 étant le stade des doctorants, où il faut en général entre 5 et 10 ans d'efforts pour atteindre ce stade. Mais le plus important est dans les entreprises, dans les administrations et bien entendu dans les universités, d'avoir le plus rapidement possible quelques centaines d'experts au stade numéro 3 de la conduite de projet. La formation actuelle est une formation de stade 2, c'est-à-dire 20 heures. Aux 20 heures, on est initié dans les questions du New Space et l'intelligence artificielle. On n'est pas encore totalement manœuvrant. Il faut bien entendu faire des formations au sol et en séminaire pour aller beaucoup plus loin. Quatrième point, mais quelques mots sur les métiers de l'intelligence artificielle. Je crois qu'un des métiers les plus importants, aussi parce que je suis administrateur général en France et que j'ai beaucoup travaillé sur les ressources de l'État, soit pour les dépenser, soit pour les chercher, l'enjeu, c'est le système fiscal. Je pense que demain, le New Space va donner aux États africains la capacité de mieux suivre leur capacité fiscale, c'est-à-dire savoir ce qui rentre et qui sort d'un port, savoir les forêts qui sont coupées ou pas coupées, voir la circulation des camions. Et donc, le domaine fiscal est un domaine dans lequel nous devons certainement former quelques dizaines d'experts. En France, on a la même problématique. Aujourd'hui, c'est avec le New Space et avec l'espace qu'on va notamment voir, par exemple, dans certaines communes où sont des piscines, où les piscines ont été déclarées, où les piscines ne sont pas déclarées. Nos collègues des services fiscaux utilisent déjà des images de satellites pour vérifier si les impôts locaux rentrent ou si un certain nombre de personnes ont créé des piscines qui ne sont pas déclarées et qui ne sont pas générateurs de revenus pour les collectivités. Bien entendu, ce n'est pas nécessairement ce qui sera le plus sympathique pour les citoyens, mais le fait qu'on puisse contrôler des multinationales grâce aux images de satellites et avoir ensuite un débat sur l'impôt qu'ils doivent payer à l'État béninois ou l'État congolais ou l'État sénégalais ou l'État du Maroc est quelque chose qui peut être utile aux populations, qui peut être utile à la protection des richesses naturelles et à l'impôt, qui, je vous le rappelle, est parfois un peu faible à rentrer dans les pays africains. En tout cas, en France, on a un système fiscal extrêmement efficace et on a aussi dans ce domaine peut-être des algorithmes demain à partager dans le domaine du contrôle fiscal et de former une série de fonctionnaires. Je choisirai un deuxième secteur, c'est la protection des richesses naturelles, mais plutôt les parcs naturels. Il est évident que l'Afrique est aujourd'hui un des plus beaux continents du monde, qui a la plus grande richesse de la faune. Cette faune est parfois menacée, à la fois par des braconniers ou aussi par des mouvements de guerre. Et bien entendu, demain, c'est un domaine dans lequel l'intelligence artificielle et le New Space vont pouvoir travailler ensemble pour protéger les richesses naturelles du continent africain et en particulier la faune qui s'y développe, puisque le degré de précision de ces satellites permet d'étudier les mouvements de population. Déjà présent, toutes les migrations des gnous, par exemple, dans un pays comme la Tanzanie, peuvent être parfaitement suivies
grâce aux informations spatiales. Un troisième secteur donc, que je voulais évoquer est celui de la lutte contre la piraterie maritime. Vous savez qu'elle existe des deux côtés de l'Afrique. Elle existe sur la corne de l'Afrique avec le Puntland et les pirates qui menacent parfois le trafic international de ce côté-là, mais aussi dans le golfe du Guinée. À chaque fois, il y a des explications à ce piratage, et à chaque fois, c'est une lutte difficile pour les États. C'est aussi parfois le signe de questions de développement. Et je pense que dans la lutte contre la piraterie maritime, à la fois pour aider les populations qui sont concernées à développer ou protéger leurs propres richesses, et à la fois pour permettre de lutter contre cette piraterie, les images des satellites peuvent être extrêmement intéressantes. Et bien entendu, il y a une question de souveraineté pour les services de police, de gendarmerie ou les services militaires, d'être capables d'exploiter des images qui auront là aussi plus de valeur si les Africains peuvent le faire eux-mêmes par rapport à une éventuelle dépendance d'autres pays. Un des domaines importants, c'est le contrôle de l'urbanisme et toute la question des smart cities africaines ou le développement de l'urbanisation en Afrique. Les constructions illégales sont parfois inévitables. Encore faut-il être capable de mesurer effectivement leur importance, leur évolution, d'être capable de donner aux gouverneurs, aux maires des villes, toutes ces informations. Vous savez que des villes comme Kinshasa vont faire partie des plus grandes villes du continent, mais aussi des plus grandes villes au monde. Et le phénomène du contrôle de l'urbanisme, avec des questions de droit des sols, des questions de droit de propriété, des questions fiscales, des questions d'arrivée d'eau, de construction d'écoles, pourront demain être soutenus par des analyses qui s'appuient en partie sur des informations spatiales. Tout ça, ça implique de nouveaux métiers. J'ai cité que 4 exemples, mais on pourrait citer une dizaine de nouveaux métiers qui vont naître dans ce domaine du New Space, qui ne sont pas que la construction de vecteurs et de satellites. Bien entendu, dans ce domaine, nous avons déjà beaucoup d'Africains qui, en Europe, construisent ceci. Vous allez découvrir dans ce cycle un Béninois, et je salue tout particulièrement le patron de Prométhée, M. Pips, qui a recruté un franco-béninois pour la direction de ses affaires techniques, qui s'appelle M. Cabrol Sey, S-E-I, qui est un Béninois français qui, aujourd'hui, est dans le secteur spatial après sa formation aux États-Unis, au top niveau. Il viendra partager une partie de ses savoirs et il fait partie des formateurs qui vont venir vous rejoindre. Tout ça exige des formations différenciées entre des techniciens qui ont besoin d'avoir simplement la connaissance des algorithmes et de pouvoir les exploiter pour exploiter des images, et puis des gens qui ont demain la vision d'ensemble des formations. Et l'Afrique a déjà aujourd'hui un grand nombre de formateurs. Une partie de ces formateurs sont aujourd'hui en fonction en Europe, aux États-Unis ou dans d'autres continents. Nous allons en faire intervenir dans ce cycle, et j'ai notamment une pensée pour Madame Kébé, qui est une Malienne en France ici, qui est une des spécialistes de l'espace qu'on a eu cette semaine et qui viendra raconter dans son domaine, qui est notamment celui de la récupération d'une partie de ces satellites qui sont en fin de vie, la façon dont se construit la stratégie, la mise en place de ces nouveaux métiers de l'espace. Je voulais terminer avec un sujet qui est très important, la protection des populations, et c'est un peu lié à mon métier de préfet qui est plus proche de la sécurité, mais qui est aussi très proche du développement économique. Je souhaite citer notamment la lutte contre les coupeurs de route. Vous savez que dans certains pays d'Afrique, une tradition, c'est de mettre en place des barrages payants avec des coupeurs de route, bien entendu, avec un satellite qui repasse régulièrement. Ce type de phénomène est capable d'être détecté en amont, d'être traité ensuite par les forces de sécurité. Donc là aussi, ça exige probablement dans les services de police et de gendarmerie des gens capables d'interpréter des images sur les coupeurs de route et puis surtout de savoir quel traitement on opère ensuite pour que ce phénomène soit réduit. Je vous remercie de m'avoir donné une dizaine de minutes. Je vais, avec mon équipe, et en particulier M. Tabi, sur lequel on peut mettre la caméra ici, qui est du Cameroun, qui est en doctorat d'intelligence artificielle ici à la Sorbonne en France, être au service de ce projet. Je vais aider une partie des formateurs à venir rejoindre les équipes que le docteur Adja a mobilisées
pour ce cycle et surtout aussi soutenir Prométhée dans les cofondateurs et faire une liaison avec les agences spatiales, si possible, bien entendu, l'agence spatiale africaine en cours de naissance en Égypte, au Caire, et bien entendu les agences spatiales qui existent déjà, l'agence spatiale d'Afrique du Sud, l'agence spatiale du Nigeria, et une partie des agences spatiales qui vont certainement naître cette année, puisque l'entrée de l'Afrique dans le domaine de l'espace va être très rapide, et je souhaite bonne chance à Ouida et à l'ensemble de ceux qui vont nous permettre de nous appuyer sur le Bénin pour tenter de favoriser la naissance au Bénin de quelque chose qui va permettre d'aider l'Afrique dans son ensemble à avancer dans le domaine spatial. Merci de votre écoute. Donc, je suis Gaëlle Gibon, consultante stratégique en intelligence artificielle et membre de la FRIA. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter le programme de formation CSIANA, qui est l'acronyme de Cycle supérieur de formation en intelligence artificielle et New Space en Afrique. Mais avant de commencer cette présentation, je vais brièvement vous dire quelques mots sur la FRIA pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Et pour celles qui connaissent déjà, ce sera une petite piqûre de rappel. Donc, la FRIA a pour credo l'intelligence artificielle au service du développement durable en Afrique francophone. Donc là, on voit l'importance du développement durable par les fameux 3P, People, Planet and Profit, et donc la fameuse Triple Bottom Line. Donc, on voit la triple ambition de la FRIA de se mettre au service des populations africaines pour le développement économique tout en ayant une approche respectueuse de l'environnement et centrée sur l'humain. À ce titre, la FRIA s'est positionnée sur quatre objectifs du développement durable principaux, que sont l'éducation, qui permet donc d'avoir un accès à l'éducation pour tous tout au long de la vie. Le deuxième est l'égalité entre l'homme et la femme, donc c'est l'objectif de développement durable numéro 5. Ensuite, l'objectif de développement durable numéro 8, qui est la croissance soutenue, durable et un travail décent pour tous. L'objectif numéro 9 qui correspond à l'infrastructure résiliente, l'industrialisation et l'innovation, ainsi que l'objectif numéro 17 qui est de contribuer au partenariat mondial. Donc, on va le voir tout au long de ce programme puisque la FRIA s'est positionnée sur bon nombre de ces sujets. Et d'ailleurs, la FRIA est l'œuvre de son président, le Dr Adja, qui est parti d'un constat qui est essentiel. En fait, il ne s'agit pas d'utiliser une technologie sans s'en approprier. Il faut d'abord la contextualiser pour qu'elle puisse prendre en considération les différents enjeux locaux et faciliter son adaptation par tous. Donc certes, l'IA fait partie aujourd'hui des technologies de pointe et dont on parle beaucoup et qui parfois peuvent faire peur, mais nous allons déconstruire ensemble tout au long de ce parcours les mythes autour de cette technologie et voir ses multiples usages, notamment couplés au domaine spatial, et démontrer qu'elle est en mesure de répondre de manière inclusive aux besoins des populations africaines. Donc pour ce faire, la FRIA intervient sur 3 axes stratégiques principaux, que sont la gouvernance et l'intelligence économique. Donc cet axe a pour vocation à accompagner les décideurs stratégiques et les dirigeants dans la définition et le déploiement d'une feuille de route stratégique sur l'intelligence artificielle grâce à la diffusion d'informations économiques et stratégiques sur cette technologie. Le second volet concerne la formation et la recherche, puisque la FRIA souhaite diffuser son savoir en intelligence artificielle, mais également contribuer à l'avancement des connaissances. Enfin, le troisième pilier soutient les 2 premiers précédemment listés et concerne la communication, puisque la FRIA soutient la diffusion de ses travaux dans les médias. Donc, bien que toute jeune, la FRIA a été créée en 2019 et elle est déjà présente dans différents pays. Donc, son siège social se trouve en Suisse et elle a déjà des antennes en France, au Canada, 4 en Afrique et aussi au Vietnam. Donc, ce cadre international témoigne des ambitions grandissantes de la FRIA et de son caractère inclusif de ses actions. Et ce n'est que le début d'une belle aventure puisque nous allons continuer à développer ces partenariats internationaux. Et d'ailleurs, nous avons à ce titre l'honneur de vous présenter une de ces réalisations phares, qui est la publication d'un ouvrage intitulé « L'IA francophone pour une coopération multilatérale ».
Donc, il s'agit du fruit du travail d'une douzaine de personnes reconnues dans le domaine de l'intelligence et qui a pour vocation à présenter l'intelligence artificielle dans un contexte plutôt africain. Enfin, la FRIA croit fermement à l'intelligence collective et la co-construction, et c'est pour cette raison qu'elle s'est entourée de nombreux partenaires, aussi bien africains qu'européens, et qu'elle va continuer dans cette démarche pour continuer à soutenir les peuples africains dans leur développement économique. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter le programme qui nous rassemble ici, qui est le CSIANA, et qui est en fait la rencontre de 3 entités qui sont rassemblées autour de valeurs communes. Donc, la Michemi vient de vous être présentée par Monsieur le Préfet Jaspers. La FRIA, je viens de vous en dire quelques mots, et vous aurez d'ici quelques instants une présentation de Prométhée par ses membres. Et sans vouloir dévoiler l'intégralité de leur présentation, je vais juste vous dire que Prométhée est une entreprise du New Space. Et donc, Monsieur Pieps et Monsieur Christini, que vous voyez peut-être à l'écran ici, se feront un grand plaisir de vous présenter dans le détail leurs activités. Donc, comme je le disais, ces 3 entités se sont rassemblées autour de l'envie des pays africains de se tourner vers les étoiles, comme une des citations qui est dite aujourd'hui pour parler de leur ambition de la conquête spatiale. Et donc, ces 3 entités sont engagées aujourd'hui pour l'Afrique en prônant un développement soutenable et inclusif. Donc, les enjeux autour de ce programme sont le renforcement des capacités stratégiques des pays africains dans les domaines d'avenir que sont le New Space et l'intelligence artificielle grâce à une coopération panafricaine et européenne. Donc, à ces enjeux, on peut voir les objectifs d'inviter les pays africains à embrasser la révolution New Space et intelligence artificielle grâce aux données qui permettent au New Space et à l'IA d'être intrinsèquement liés, puisque tout simplement le New Space collecte des données spatiales que l'intelligence artificielle va être en mesure de retraiter et aider à la prise de décision pour les décideurs stratégiques. Une autre mission de l'AFRIA est également de soutenir les différents champions du New Space et de l'intelligence artificielle, et bien sûr de soutenir toutes les initiatives entrepreneuriales associées. Donc, de ce fait, le CSIANA se veut faire de lance d'un centre international d'aide au développement économique des pays africains dans ces thématiques. Et le Bénin accueille aujourd'hui ce cycle de formation qui sera copiloté avec des partenaires qui se trouvent dans différents pays tels que le Maroc, le Sénégal, pour ne citer qu'entre eux. Donc maintenant, je vais vous présenter plus en détail l'organisation de ce séminaire, enfin du moins ce programme de formation qui va se faire sous forme de 8 séminaires, dont le premier a lieu aujourd'hui. Donc ces séminaires auront lieu le 4e jeudi de chaque mois, de 15h à 17h, ce qui va permettre à nos amis du Canada de se joindre à nous. Et ces sessions auront pour vocation d'être animées par des intervenants experts dans leur domaine, et elles se veulent également interactives puisque les participants auront l'opportunité d'adresser leurs questions à nos experts qui se feront un plaisir de leur répondre. Donc, dans le détail, nous avons 8 thématiques qui sont distinguées en 2 cycles. Donc, le cycle francophone qui sera animé par Monsieur le président de l'AFRIA, donc le Dr Acha, et le cycle anglophone que j'animerai moi-même. Donc, pourquoi une dichotomie entre le francophone et l'anglophone? Tout simplement parce que l'IA et les New Space sont aujourd'hui dominés par des pays anglophones, et surtout, nous voulions que les pays africains anglophones se sentent investis de cette nouvelle révolution et puissent nous rejoindre dans ce mouvement. Donc, très brièvement, les thématiques sont, pour la première, les fondamentaux du New Space et de l'intelligence artificielle, afin que tous les participants aient les connaissances fondamentales pour comprendre ce qui se passe dans ces sujets. Ensuite, la deuxième thématique sera dédiée à la collecte des données géospatiales et leur mise au service de la performance économique, sociale et environnementale des pays dans une démarche respectueuse des objectifs de développement durable. La troisième thématique
parlera du caractère éthique de ces technologies, puisque une technologie n'est ni bonne ni mauvaise, mais c'est son utilisation qui en donne son caractère. Et donc, l'IA et le New Space offrant des capacités stratégiques non négligeables, l'objectif ici est de promouvoir un cadre éthique positif pour une utilisation raisonnée. La quatrième thématique du cycle francophone sera la géointelligence, qui consiste à collecter des données du spatial afin de permettre une prise de décision autour des questions de sécurité. Dans le cycle anglophone, nous parlerons des stratégies et des politiques du New Space des États africains et quel rôle le New Space et l'intelligence artificielle peuvent jouer. Les thématiques numéro 6 et 7 souligneront le rôle de l'IA et du New Space et leur réponse à des enjeux de raréfaction des ressources autour de l'espace terrestre et de la mer et comment une utilisation intelligente de ces technologies pourront permettre un développement économique des domaines de l'agriculture ou de la gestion de l'eau et aussi d'avoir une approche inclusive et respectueuse des objectifs de développement durable. Enfin, nous terminerons notre voyage spatial par un atterrissage dans les Smart Cities, terme couvrant de multiples réalités et qui peuvent aller de la mobilité à la gestion des déchets en passant par la sécurité et l'accès aux ressources. En tout cas, j'espère que cette présentation des thématiques vous a donné envie de poursuivre ce parcours avec nous et j'ai été ravie de vous le présenter. Madame la ministre, Monsieur le préfet, Dr Adja, Messieurs Ouacheno et Nougloa, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'être aujourd'hui avec vous pour prendre part au démarrage d'une initiative dans l'éducation à ce point porteuse de modernité. Alors je souhaite d'abord à saluer le soutien du gouvernement du Bénin et du président Patrice Talon qui ont tout mis en œuvre pour que le Bénin soit à la pointe justement dans la formation en intelligence artificielle liée au secteur spatial. C'est un privilège pour Prométhée de pouvoir co-animer aux côtés de la FRIA et de l'AMICHEMI ce cycle supérieur de formation, donc qui va intégrer aussi toutes les opportunités liées au New Space et de pouvoir ainsi contribuer à accompagner le continent africain dans le développement de ses capacités en intelligence artificielle et dans la consolidation, de sa stratégie spatiale, dans une démarche panafricaine au service du développement durable régional et de la croissance du continent. Donc, l'accélération dans ces démarches qu'a connue l'année 2021 et maintenant même en 2022 illustre la dynamique à l'œuvre dans le domaine spatial africain. D'une part, comme vous le savez, il y a l'établissement de l'Agence spatiale africaine au Caire. Puis, un bilan qui est vraiment parlant, c'est qu'aujourd'hui, 13 États africains disposent de 1 ou plusieurs satellites en orbite et que je crois qu'il y en a quasi 10 qui expriment la volonté de se lancer dans un projet de satellite. Les besoins de formation sont immenses. Et pour l'instant, le constat est sans appel. Les étudiants africains en intelligence artificielle se forment et travaillent à l'étranger. Cela doit changer. Les jeunes générations africaines ont leur rôle à jouer dans cette construction d'un monde meilleur grâce au New Space et aux technologies de rupture qui lui sont associées. Ce cycle de formation est destiné aux acteurs clés décisionnaires dans l'Afrique de demain. Donc, pour construire l'Afrique de demain, donc les dirigeants politiques, chefs d'entreprise, universitaires et scientifiques. L'objectif est clair, c'est vraiment de répondre aux besoins croissants en nouveaux talents, aux compétences qui leur permettent de créer des emplois à haute valeur technologique ajoutée sur le continent et d'avoir tous les moyens pour relever en fait ces défis principaux. Ce cycle particulier est un projet né d'une triple vision, donc partagée avec la FRIA. Donc,
le partage d'une vision, d'une vraie collaboration euro-africaine, résiliente et plurielle, offrant une alternative compétitive à l'offre sino-américaine dans le monde numérique. Deux, nous avons la ferme conviction que l'Afrique est prête à intégrer les technologies de l'intelligence artificielle pour se donner les armes de manière à consolider son autonomie et sa souveraineté, pour lui permettre de prendre en main sa destinée grâce à la maîtrise de ces véritables technologies de rupture. Et enfin, nous voulons accompagner ce potentiel humain incomparable du continent dans l'atteinte de sa pleine maturité dans le numérique et le spatial, dans le digital, pour œuvrer, pour travailler en Afrique, mais aussi des deux côtés de l'océan, en Europe. Prométhée a toujours eu l'Afrique dans son ADN, parce que nous sommes vraiment animés par cette vision d'une troisième dimension ouverte à tous, pour le bénéfice de tous. Notre objectif est de démocratiser l'observation de la Terre en rendant l'exploitation des données géospatiales les plus simples possibles, intuitives et accessibles au grand public, jusque dans les téléphones portables de tout un chacun. Alors, Prométhée, je vais parler plus de Prométhée, là, brièvement. Donc, de l'espace, Prométhée, avec cette constellation de satellites, va pouvoir observer la Terre dans une vision globale permettant d'agir efficacement en local. C'est vraiment l'interdépendance, la connexion entre local et global. Il y a vraiment un outil qui est idéal pour ça, qui est peut-être unique pour ça, c'est le spatial, avec un but clair, c'est protéger les hommes et leur environnement. Voir, c'est savoir. Et savoir, c'est pouvoir agir. Donc aujourd'hui, dans toutes les problématiques critiques, c'est ce que je vous disais, global et local sont interconnectés. Je crois que ce qui s'est passé avec le Covid est peut-être le meilleur exemple. Et donc, cette interdépendance nous rend tous co-responsables. Dans le système de constellation de satellites que propose Prométhée, la donnée est centrale. C'est la plateforme agrégative qui fusionne l'information et l'enrichit, qui fait la différence et en fait qui permet de passer d'une simple image à la smart data et de la smart data au service intelligent. Donc tout ce qui est visual computing, intelligence artificielle, permet cette agrégation de big data, la maîtrise de cloud souverain, le blockchain qui sécurise et rend inaltérable cette information. Tout ça, c'est vraiment la colonne vertébrale du système. Avec les satellites et les instruments qui sont à bord, qui deviennent presque des commodities. On met à bord de nos constellations des technologies de pointe. Je prends un exemple, c'est l'hyperspectral, qui est capable de caractériser la matière depuis l'espace. C'est quelque chose aussi de totalement révolutionnaire. Prométhée s'inscrit dans la mouvance New Space. Alors, on parle de New Space, on a déjà utilisé depuis le début de cet après-midi beaucoup de fois ce mot, mais c'est vraiment New Space, c'est le résultat de la miniaturisation des technologies, de l'hybridation des données et de la chute drastique du prix du kilo mis en orbite, donc en fait des lancements, donc qui permettent en fait à des petits players de commencer à jouer en étant extrêmement agiles, en ayant des idées originales et en allant très très vite dans un monde qui jusqu'ici était réservé aux grandes sociétés internationales qui fonctionnent évidemment beaucoup plus comme des arsenaux. Donc c'est vraiment des structures, alors on ne remplace pas évidemment nos grands aïeux, les grandes sociétés, mais on est complémentaires, on est vraiment une source d'innovation et en particulier en Afrique, c'est un accélérateur extraordinaire pour avancer sur des projets, mais des projets, comme je vous l'ai dit, qui vont jusqu'au consommateur, où on amène l'observation de la Terre à la population. Alors, avec évidemment une règle, c'est qu'aujourd'hui, on est capable d'offrir des solutions d'une vingtaine de satellites, c'est-à-dire qui permet d'avoir des satellites
le terme c'est de la très haute revisite, donc c'est-à-dire des satellites qui repassent très souvent au-dessus du même point, pour la fraction du prix d'un grand satellite classique. Donc c'est cette révolution de prix qui nous permet aujourd'hui d'être présents sur ce marché et de travailler avec tous nos partenaires possibles dans le monde et en particulier en Afrique. Donc tout ça pour dire que c'est quand même d'un point de vue opération, on passe de une image par jour, les gros satellites en gros, jusqu'à une image presque toutes les 30 minutes si on travaille dans des schémas collaboratifs avec plusieurs constellations. Alors cette revisite constitue un vrai saut quantique qui ouvre pléthore de nouvelles applications. Et donc si on ajoute notre objectif, comme je vous l'ai dit, de démocratiser l'observation de la Terre, puisque aujourd'hui elle est encore réservée à une élite dans les labos, les doctorants, pour l'amener dans le téléphone portable de chacun, on assistera à une véritable révolution technologique similaire à ce qui s'est passé avec Internet dans les années 90. Donc, répondre à l'ambition des pays en termes de souveraineté spatiale, protéger leur biodiversité, leurs forêts. On a parlé aussi de Smart City, donc toute la lutte et la protection de la mer et des océans, les enjeux de l'eau, lutter contre le réchauffement climatique, aller jusqu'à bâtir le cadastre. On parlait des quoi? C'était lutter contre, je ne sais pas moi, les casseurs de route, gérer les crises majeures, optimiser l'agriculture. Tout ça, c'est vraiment le cœur des missions de Prométhée. Mais là, je vais m'arrêter parce que le docteur Cristini, qui va parler après moi, qui est notre patron de tout ce qui est sécurité et défense chez Prométhée, eh ben, lui va développer avec beaucoup plus d'expertise ces points que je viens à peine d'évoquer. Pour conclure, je voudrais que vous ressentiez dans vos cœurs la mission de Prométhée que nous allons partager dans le cadre de cette formation, et dans un modèle éducatif unique en son genre que nous bâtissons avec l'Afria et la Michémie, au travers d'un film de 2 minutes que je vous propose de regarder. Et puis je passerai la parole au docteur Cristini. Je vous remercie pour votre attention. Il y a 50 ans, nous contemplions notre planète pour la première fois. Ses richesses, ses merveilles, sa beauté, sa diversité, la vie. Notre planète, nous devons la préserver. Comme le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut provoquer un cyclone en Inde, le changement climatique et la croissance démographique menacent la prospérité, la sécurité et le bien-être de tous. Les risques sont omniprésents. Inondations, pollution, température en hausse, migration de masse, sécheresse. Pour anticiper, gérer nos ressources et assurer la sécurité de tous, nous devons observer, surveiller et protéger notre environnement. Seule une vision globale, en s'appuyant sur les données d'observation de la Terre, peut apporter des réponses locales qui répondent aux besoins de tous. Prométhée met à disposition des services d'intelligence environnementale et stratégique, des services souverains d'observation de la Terre, alliant mutualisation, développement in situ et coopération internationale. Une plateforme proposant l'observation de la Terre avec des fréquences de revisite inégalées qui permet de bâtir en local et en toute autonomie des applications sur mesure pour des solutions durables alternatives. L'observation des phénomènes climatiques, la gestion de l'eau, la protection des infrastructures, la lutte contre les pandémies, le management des activités humaines et environnementales, identifier des solutions concrètes, réalistes, durables et économiquement viables. Pour le futur, pour notre futur.
Bonjour à toutes et tous. Donc, j'ai l'honneur, en fait, de commencer finalement, de rentrer dans le vif du sujet sur ce cycle consacré à l'intelligence artificielle et au New Space. Donc, avec un premier créneau consacré en fait à une introduction au New Space, à essayer de replacer cette tendance industrielle, technologique, au sein d'une histoire de l'histoire de l'exploration spatiale. Car il faut comprendre ses racines, les racines du New Space, pour vraiment être capable d'en exploiter tout le potentiel qui se présente à nous. Suivante, s'il vous plaît. Ouais, vous pouvez passer à la suivante. Donc, je vais commencer par une première partie un petit peu historique avec une chronologie sélective où on va replacer en fait vraiment le cœur de l'exploration spatiale et de l'astronautique, donc de Sputnik au New Space. Il faut vraiment avoir conscience que le spatial tel que nous le connaissons aujourd'hui a vraiment pris son essor à la toute fin et à la suite de la Seconde Guerre mondiale, avec les premières fusées qui étaient dérivées de missiles, les V2 allemands, qui ont ensuite été exploités en partie par les États-Unis qui ont servi en fait de graines à leur programme Apollo. Mais c'est vrai que donc on a tous en tête la course à l'espace qu'il y a eu entre les Américains et les Soviétiques à partir des années 50 et les premières victoires remportées par l'Union soviétique avec Sputnik 1 en 57, Yuri Gagarin en 61. Mais effectivement, on se rappelle tous également du discours du président Kennedy qui a remis les États-Unis sur les rails avec la création quelques années avant de la NASA en 58 pour atteindre ce paroxysme de l'exploration spatiale en 69 avec le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune. À côté de ça, l'exploration qui était moins connue a continué. On a eu dès 64 en fait une première image de Mars qui a été prise. Alors, c'est pas forcément très connu, mais vous en avez un petit exemple. Et les Soviétiques, en 75, ont réussi à poser une sonde sur Vénus en prenant des images, on dirait, sorties d'un film de science-fiction. Donc, dès les années 70. Suivante, s'il vous plaît. Mais après cette période extrêmement faste, où en fait il y a eu des développements finalement en très peu de temps, on est passé en première photo prise au-dessus de la Terre en 44, et ensuite on a eu une multiplication des satellites. On va dire toute l'agitation est retombée, la guerre froide est passée un petit peu à autre chose, mais l'exploration a quand même continué. Les Américains ont développé leur navette spatiale, qui est un programme qui a duré donc de 81 à 2011, avec des accidents, avec des drames. La France s'est positionnée, alors c'est vraiment sélectif, je montre un exemple ici, le premier satellite d'observation commerciale, Spot 1, qui a été développé à Toulouse, donc qui est vraiment le cœur, l'épicentre du spatial français. Et puis, dès les années 90, finalement, on parlait tout à l'heure de l'Agence spatiale africaine au Caire, l'Égypte qui se dote du premier satellite de télécommunication, enfin du premier satellite africain qui est un satellite de télécommunication. La Station spatiale internationale commence son assemblage en 99 et elle continue à être exploitée. Elle va être exploitée encore pratiquement une décennie. Et puis, on arrive finalement assez vite, à cette époque-là, au début du New Space. Alors évidemment, on n'appelait pas New Space à l'époque, avec la création de SpaceX en 2002 par Elon Musk. Donc vous voyez une petite photo où on le voit fêter ça avec un groupe de mariachi. Et voilà. Et ça, c'était un an avant l'envoi du premier taïkonaut, donc du premier chinois dans l'espace. Donc on voit les choses se sont accélérées. Et donc on voit l'émergence au début du 21e siècle de SpaceX, qui est aujourd'hui reconnu comme étant un peu un driver très fort du New Space. Alors, si on fait juste une pause sur se demander qu'est-ce qu'on fait dans l'espace, qu'est-ce qu'on fait depuis l'espace, que peut-on faire, les principales applications. Alors, je les ai résumées ici sur cette diapo. On peut évidemment faire de la science, pour faire de l'astronomie, pour aller faire des mesures in situ. Vous avez probablement pu suivre le lancement et la mise à poste du télescope spatial James Webb, donc un programme qui s'est étalé sur pratiquement 30 ans et qui coûte 10 milliards de dollars. Donc de l'exploration, l'observation de la Terre, donc qui comprend les données météorologiques, des données pour la cartographie, pour la surveillance de l'environnement. Après, des applications de télécommunication, donc on va utiliser des satellites pour relayer de l'information entre un point du globe et un autre.
Le positionnement et la navigation, donc vous connaissez également tous le GPS Galileo, son concurrent européen, qui permet en fait de se guider et de synchroniser des horloges à travers le monde entier. Une application un peu particulière que sont les vols habités, où on envoie des astronautes, notamment dans la Station spatiale internationale, pour faire de la science, pour faire tester des technologies, mais aussi pour des raisons de prestige. Beaucoup de pays veulent pouvoir envoyer un astronaute avec leur drapeau sur l'épaule pour pouvoir montrer qu'ils atteignent ce niveau d'excellence. Et puis, il y a tout un ensemble d'applications militaires, alors qui seront développées plus tard dans le cadre du cycle, mais toutes ces applications liées bien évidemment au renseignement, à la surveillance et également aux télécommunications et à l'observation au sens large. Mais on y reviendra dans les sessions suivantes. Diapo suivante. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on parle New Space ou de spatial plus traditionnel, on est dans l'espace. Alors, diapo suivante, je vais vous poser une question. Alors, vous n'allez pas pouvoir me répondre, mais je vais vous laisser réfléchir quelques secondes à ça. C'est quoi l'espace? À partir de quand peut-on dire que l'on est dans l'espace? Alors, on a eu, il y a quelques mois, un exemple et tout un débat, là aussi, si vous l'avez suivi, entre deux milliardaires américains, Jeff Bezos et Elon Musk, qui ont tous les deux des programmes spatiaux de lanceurs. Et donc, on a eu Elon Musk qui a un petit peu moqué Jeff Bezos en disant, voilà, la fusée qu'il avait lancée, la capsule qu'il a lancée dans l'espace, elle est à peine allée dans l'espace, mais elle n'est pas vraiment, elle est moins bien que ce qu'il a fait. Alors, suivante, s'il vous plaît. Cette capsule, elle est montée en fait à un peu plus de 100 km d'altitude. Et si on s'en réfère en fait aux règles internationales, elle est bien allée dans l'espace. Donc, dans les années 60, on a, en fait, suite à des discussions entre États, et notamment entre les grandes puissances soviétiques et américaines, les États du monde se sont mis d'accord pour définir une ligne qui marque la différence entre l'air et l'espace, donc à 100 km d'altitude. C'est une limite qui est, on va dire, globalement acceptée par tous, mais qui n'est pas qui est plus réglementaire que physique. Malgré tout, en dessous de 100 km, on peut faire voler des avions ou des ballons. Et au-dessus de 100 km, on ne peut plus faire voler d'avions et il faut envoyer des objets en orbite. Et donc, c'est là qu'on fait des vols suborbitaux, donc à peine à 100 km d'altitude. Et puis, on va faire voler des satellites un petit peu plus haut. Donc, par exemple, Sputnik était à 215 km d'altitude et la station spatiale, elle orbite autour de la Terre à un peu plus de 400 km d'altitude. Suivante, s'il vous plaît. Là aussi, qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'espace? Quand on est dans l'espace à plus de 100 km, à 200, 300, 400 km, jusqu'à 36 000 km, où on va retrouver des satellites de télécommunication qui permettent de relayer l'information entre deux points du globe, eh bien, on est soumis à un environnement vraiment très inhospitalier. C'est pour ça que ça reste très difficile de faire du spatial, que ce soit du spatial old school ou du new space. On est soumis à des contraintes de vide, il n'y a pas d'atmosphère ou pratiquement pas d'atmosphère. Donc, en fait, les matériaux que vous allez mettre dans l'espace, ils vont subir des contraintes très fortes et c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre, par exemple, des matériaux électroniques ou des matériaux qu'on va trouver au sol parce que si on les met dans l'espace sans traitement spécifique, ils vont se dégrader très vite, voire être détruits. Il y a également, en fait, un environnement de radiation particulièrement agressif pour l'être humain, bien évidemment, mais aussi pour toute l'électronique. Il faut savoir que, évidemment, il y a le Soleil, pas très loin de la Terre, à 150 millions de kilomètres, mais à l'échelle astronomique, c'est pas beaucoup. Le Soleil émet en fait un flux de particules extrêmement fort. Alors, il se trouve que sur Terre, on est protégé par le champ magnétique terrestre, qui crée un bouclier autour de la Terre. Mais dès qu'on est dans l'espace, les satellites sont soumis à ce bombardement de rayonnement et ont l'électronique particulièrement malmenée. Il faut également avoir conscience que le fait d'être dans le vide, on va être soumis à des températures extrêmes au sein d'un même objet. Comme il n'y a plus d'atmosphère autour du satellite pour, on va dire, diluer la chaleur et diffuser la chaleur, eh bien, on va se retrouver avec un satellite, un même objet qui peut faire juste quelques dizaines de centimètres dizaines de centimètres cubes, donc pas très grand, avec une face qui va être à moins 200 degrés et une autre face à quelques centimètres de là, qui va être à plus de 100 degrés. Donc, on a des contraintes thermiques extrêmement fortes sur les objets.
Et puis ensuite, il y a d'autres contraintes, la microgravité qui crée, donc qui fait que les objets on a l'impression qu'ils flottent, donc ça nécessite de fortes contraintes sur la fabrication des satellites. Et puis, les micrométéorites et les débris qui orbitent autour de la Terre, eh bien, en fait, bon, l'espace, c'est grand, mais de temps en temps, il y a les objets se rentrent en collision et on a déjà perdu des satellites à cause de collisions. Et on parle de vitesse relative entre objets de jusqu'à 15 km par seconde. Donc, en fait, c'est largement plus véloce qu'une balle de fusil. Et donc, en fait, il suffit qu'une petite bille touche un satellite pour qu'elle le détruise. Suivante, s'il vous plaît. Donc, le New Space, il évolue dans cet environnement. Il vient de cette histoire qui a commencé vraiment dans les années 40-50, au XXe siècle. Et donc, on va voir maintenant ce qui constitue le cœur de cette nouvelle tendance du spatial. Suivante, s'il vous plaît. On a assisté, à partir du début du XXIe siècle, en fait, à une internationalisation des acteurs du spatial, avec évidemment ce qui a entraîné de la compétition et, on le voit aujourd'hui, de la confrontation. Mais ça, on en parlera dans d'autres sessions. Aujourd'hui, en fait, contrairement à ce qui se passait dans les années 60 ou 70, on a une multitude d'acteurs qui sont jusqu'à capables de lancer des satellites dans l'espace, ce qui est quelque chose d'extrêmement difficile. Très peu, finalement, des détails y arrivent, mais aujourd'hui, on voit, par exemple, l'Inde ou le Japon, alors tous les deux pour des raisons différentes, le Japon pour développer son assise scientifique et technique, et l'Inde, finalement, pour en faire un vecteur de développement, ont développé jusqu'à des capacités de lancement. Donc, ce qui est vraiment une des choses les plus difficiles. La suivante, s'il vous plaît. Et donc, aujourd'hui, le New Space, en fait, c'est un véritable accélérateur, c'est une véritable ruée vers l'or, mais là, c'est plutôt une ruée vers l'orbite, avec, en fait, finalement, une tendance donc, qui a émergé au début du XXIe siècle, qui est véritablement une reconfiguration de l'industrie. Alors, ce n'est pas vraiment un remplacement, il n'y a pas du new en remplacement du old. C'est quelque chose de complémentaire qui vient s'ajouter, qui est notamment drivé par l'apparition d'acteurs économiques privés qui vont venir remplacer ou compléter les agences spatiales qui, jusqu'à présent, jusqu'à cette date-là, étaient les seuls qui faisaient réellement du spatial. Et donc, qui maintenant, à partir du début des années 2000, lancent des programmes et font des missions et font des fusées. Et donc, l'exemple le plus connu à travers le monde, eh bien, c'est le succès d'Elon Musk, qui crée SpaceX en 2002 et en 2016 arrive à faire réatterrir sa fusée. Donc, tout le monde lui disait tout le monde pensait qu'il était fou en disant qu'il allait faire ça. Et maintenant, il a des lanceurs qui ont été réutilisés plus de 10 fois. Et donc, il utilise des lanceurs réutilisables. Et en fait, cette tendance New Space est un véritable maintenant accélérateur de croissance et d'opportunités économiques, car on voit apparaître maintenant, on peut le dire pratiquement toutes les semaines, des nouveaux acteurs qui fabriquent des nouveaux équipements, des nouveaux satellites, des nouveaux opérateurs, des nouveaux concepts pour faire du spatial de façon beaucoup plus ouverte et beaucoup plus flexible qu'avant. Suivante, s'il vous plaît. Alors, si on doit retenir, et Olivier Pieps l'a rappelé précédemment, mais on va le remettre ici un peu en perspective, la résultante en fait du New Space dans les applications qui nous intéressent, c'est premièrement en fait la miniaturisation des satellites. Aujourd'hui, on peut mettre une caméra qui permet d'obtenir des images au sol avec une résolution métrique, c'est-à-dire qu'un pixel représente 1 mètre au sol. On peut mettre cette caméra-là dans un satellite qui va peser entre 40 et 50 kg. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. C'est en bas à gauche, là, sur le graphique. Il faut savoir que pour obtenir la même performance d'un pixel de 1 mètre, il y a 15 ans, il fallait un satellite à peu près de 400 ou 500 kg. Et il y a 30 ans, il fallait un satellite de 4 tonnes. Donc, on est passé en 30 ans, on a divisé par 100 pratiquement la masse pour obtenir la même performance. Donc, c'est vraiment une prouesse gigantesque et qui ouvre en fait des perspectives énormes. Mais en fait, ça ne suffit pas. Ça, c'est de la miniaturisation de l'électronique. S'il n'y avait eu que ça, le New Space ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, suivante, s'il vous plaît.
Ce qui permet vraiment d'envoyer ces petits satellites dans l'espace, c'est que le coût du lancement a fortement réduit. Et donc, on est passé de plus de 10 000 $ le kilogramme en orbite, juste pour l'envoyer, à maintenant quelques milliers de dollars, à moins de 2 000 $ avec une Falcon de SpaceX. Et donc, en fait, grâce à ça, il devient économiquement pertinent d'envoyer des tout petits objets dans l'espace, chose qui avant, on savait à la limite les fabriquer, ces satellites, mais ça n'avait aucun sens de les envoyer parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Et donc aujourd'hui, maintenant qu'on sait envoyer ces petits satellites dans l'espace et qu'ils ont des bonnes performances, troisième point, suivante s'il vous plaît, c'est en fait l'exploitation des données que ces satellites vont créer. Le fait d'envoyer des satellites dans l'espace ne suffit plus. Il faut maintenant être capable d'hybrider des technologies. Et donc, l'essor de l'IA est un driver majeur dans la capacité que l'on a maintenant pour exploiter, valoriser les données générées depuis l'espace. Et donc, vous avez ici une cartographie de l'écosystème français. Alors, c'est seulement l'écosystème français du New Space. À l'échelle internationale, il me faudrait 15 slides pour le montrer. Et donc, on voit dans toute la chaîne de valeur qui va des équipements aux lanceurs, aux satellites, aux moyens sol, aux algorithmes de traitement, aux opérateurs, tout un tas d'acteurs qui apparaissent presque toutes les semaines, tous les mois, et qui viennent apporter une brique à cet édifice et qui travaillent en réseau. En fait, et alors nous, Prométhée, nous avons la chance d'être dans cet écosystème, et nous travaillons avec plusieurs des sociétés qu'on voit dans les autres cases, parce qu'on a besoin de travailler en réseau et de mettre en commun nos capacités. Suivante, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, cet état du New Space, en fait, cet état de fait du New Space nous ouvre en fait tout un tas d'opportunités. On a donc, comme je l'ai dit, une multiplication des acteurs privés, que ce soit donc pour les lanceurs, les satellites et les opérateurs, et une très forte dualité, une augmentation de la dualité civile-militaire des applications. Donc, pour l'exemple, en haut à droite, vous voyez une photo de nos collègues d'Unseen Labs, qui est une autre start-up française, un autre opérateur, qui fait de la captation de signaux électromagnétiques depuis les satellites. Je dois vous dire qu'en tant qu'ancien militaire, ça me fait assez bizarre de parler de cette mission, alors qu'il est connu de tout le monde, mais parce qu'il y a 10 ans, il était inenvisageable, mais vraiment inenvisageable, qu'un acteur privé se permettent ait la possibilité et soit en mesure de faire de l'écoute de signaux électromagnétiques depuis l'espace. Et maintenant, c'est possible, ils le font ça avec des tout petits satellites de quelques dizaines de kilos. Et donc, ces nouveaux acteurs, ils développent tout un tas d'applications qui, là aussi, jusqu'à il y a quelques années, étaient inenvisageables, ou en tout cas réservées seulement aux Américains ou aux Soviétiques et aux Russes. Donc, ce qu'on appelle tout un tas de services en orbite. Donc, aujourd'hui, il y a des sociétés qui développent des moyens pour aller ravitailler les satellites, pour aller les réparer de façon automatique, pour aller étendre leur durée de vie. Quand ils ont presque plus de carburant ou qu'ils sont un peu en panne, on va aller les prolonger leur durée de vie, voire de façon très différente. Et donc, c'est l'image que vous voyez au milieu, pour aller nettoyer les orbites, donc ce qu'on dit désorbiter, car là aussi, il faudrait un cours tout entier, mais l'espace le problème de pollution dans l'espace commence à arriver, il commence à y avoir un peu trop de monde et un peu trop de débris, et donc des sociétés, dont une start-up en Europe, travaillent pour aller en fait nettoyer les orbites des satellites morts. Et puis tout un tas d'autres applications sur la surveillance de l'espace, des activités minières sur la Lune ou les astéroïdes, et puis le tourisme spatial. Donc vous voyez une image en bas avec William Shatner, donc le capitaine Kirk dans Star Trek, qui a pu à 90 ans aller dans l'espace, donc avec Jeff Bezos, et donc il est bien allé dans l'espace. Il n'a pas été mis en orbite, mais il a bien été dans l'espace à un peu plus de 100 km d'altitude. Suivante, s'il vous plaît. D'un point de vue économique et global, on va obtenir la tendance, les perspectives sur la décennie à venir, la décennie en cours, pardon, c'est une croissance du nombre de satellites par 4, et on va atteindre une cadence de 1700 satellites qui vont être lancés tous les ans. Donc, c'est tout bonnement incroyable par rapport à la situation d'il y a quelques années. Et d'un point de vue économique, on estime le marché du spatial dans son ensemble à 642 milliards de dollars à la fin de la décennie.
Suivante, s'il vous plaît. Si maintenant on essaie de regarder à l'échelle africaine le spatial, le New Space, où on en est, on voit qu'aujourd'hui, en quelques chiffres, il y a donc dans le recensement qui a été mené donc dans ce rapport donc sur le New Space en Afrique, 283 entreprises publiques et privées dans 31 pays qui participent au spatial. Mais beaucoup d'entreprises, de ces entreprises, 84% travaillent dans la partie aval, hein, c'est-à-dire l'exploitation des données, la diffusion des données et la valorisation des données. Et j'ai envie de dire, c'est un peu mon opinion, seulement 45 000 personnes à l'échelle d'un continent aussi riche en talent et aussi peuplé que l'Afrique. Je pense que voilà, cette initiative que l'on porte aujourd'hui dans ce cycle de formation doit viser un peu à rassembler plus de forces vives pour faire croître le New Space en Afrique. Et donc un poids économique qu'on estime en 2024 à atteindre 10 milliards de dollars. Et on voit avec le poids démographique, le poids économique que va prendre l'Afrique, il y a vraiment on a envie de participer à ce développement. Suivante, s'il vous plaît. Comme Olivier l'a dit tout à l'heure, le New Space, malgré tout, commence à prendre dans de nombreux pays en Afrique, hein, des pays qui se lancent dans cette approche rapide, flexible, de prise de risque, de lancer des petits satellites dans l'espace. Donc, vous voyez plusieurs exemples en Afrique du Sud, au Ghana, Kenya, Rwanda, île Maurice, Burkina, plein d'autres projets par d'autres pays. Donc, après, il y a des pays qui ont aussi des agences spatiales, des gros satellites. Mais le New Space a déjà commencé à infuser en Afrique et on veut vraiment participer à développer ce mouvement. Suivante, s'il vous plaît. Donc, pour conclure, je suis vraiment heureux de participer à ce mouvement, donc à cette formation de CESIANA, qui vise à faire émerger et à infuser ce New Space en Afrique. Alors, j'ai pris un peu de temps pour vous faire cette ouverture au New Space, mais bien évidemment, c'est quelque chose qui est à suivre dans les prochaines sessions. Je pense aussi que l'approche de formation telle qu'on le fait aujourd'hui, alors qui est probablement un petit peu une des conséquences positives du Covid, à savoir où tout le monde s'est un peu habitué à suivre des conférences et des séminaires en ligne. Eh bien, cette approche un peu de formation innovante nous permet en fait de toucher des personnes intéressées aux quatre coins de l'Afrique, hein, ce qui aurait peut-être été plus difficile il y a 2 ou 3 ans. Et puis, comme on l'a dit, la forte hybridation entre les technologies numériques et de l'IA avec le New Space, je l'ai un petit peu évoqué. Mais donc, maintenant, je laisse la parole à Marc Redel qui va développer un petit peu cet aspect en introduction. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Et puis, je serai disponible pour répondre aux éventuelles questions à la fin. Je pense qu'il y a une session de questions-réponses. Merci à tous. Bonjour. Et après cela, nous aurons le lancement officiel par le représentant du ministre de l'économie numérique. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je vais vous faire une petite introduction à l'intelligence artificielle, mais vous allez voir, je vais vous parler surtout de culture et de tradition. Et vous allez voir que c'est pas incompatible. Alors, je suis aujourd'hui enseignant dans des écoles d'ingénieurs en France, à l'École nationale supérieure des arts et métiers, je ne sais pas si vous connaissez, pour qui la tradition est une chose très importante. Tradérer, c'est transmettre, et vous allez voir qu'en fait, avec les nouvelles technologies, et en particulier l'intelligence artificielle, pour pouvoir garder un aspect culturel, pour pouvoir garder la main et la souveraineté sur le traitement des données, savoir transmettre, interpréter les informations qui sont des informations stratégiques de premier plan, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'où cette petite introduction. Alors, je reste très large dans la présentation que je vais vous faire des technologies qui sont celles de l'intelligence artificielle. Si vous le souhaitez, nous serons à votre disposition, moi-même et monsieur Sébastien Grovin, qui est mon directeur scientifique et qui est présent dans la conférence. Vous pouvez regarder dans les participants, pour répondre à vos questions, si vous avez des questions un petit peu plus précises. Alors,
Alors j'ai mis un titre ronflant, approche socio-technique de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les interactions entre les hommes et les outils. C'est pas neuf, c'est vieux comme le monde. Et vous allez voir, l'intelligence artificielle, c'est comme un marteau. Soit on peut se mettre des coups sur les doigts, on peut casser un crâne, ou on peut construire un pont ou une maison avec. Donc, l'éducation de la main qui tient l'outil est quelque chose d'extrêmement important et elle doit prendre en compte des facteurs qui sont des facteurs culturels, qui ne sont pas ceux de ceux qui ont créé uniquement, mais ceux qui utilisent également ces technologies. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je vais particulièrement appuyer beaucoup plus que sur les aspects technologiques. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Je vous présente très succinctement l'entreprise pour laquelle je travaille. Elle s'appelle Home Biosync. En fait, AUM. Moi, je suis un sapeur-pompier opérationnel depuis 15 ans et on aime bien les acronymes. On en met partout. Et AUM, c'est pour algorithme utile et maîtrisé. Donc, ce qu'on cherche à avoir, ce sont des algorithmes qui prolongent le bras, mais qui ne remplacent pas le cerveau et qui ne sont pas aliénants pour les utilisateurs finaux, tout simplement parce que nos utilisateurs, les gens à qui on s'adresse, sont des forces de sécurité qui ont besoin de pouvoir reprendre la main, garder la main sur les dispositifs d'information stratégiques qui sont les leurs. Voilà, donc notre slogan, c'est « Nous veillons sur celles et ceux qui veillent sur vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 », car nous y ajoutons une petite composante qui est la prédiction de la fatigue de vos équipes et l'optimisation et la répartition des effectifs, des engins en fonction, par exemple, des demandes de secours en ce qui concerne les sapeurs-pompiers. Voilà pour la présentation de Home Biosync. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Voilà, donc je vais commencer par vous dire que on parle souvent de disruption en anglais. C'est un anglicisme, disruption, en fait, ça veut dire perturbation. Et perturber les gens, je trouve que c'est pas une bonne manière de les convaincre et de travailler en conscience. Au contraire, moi, ce que je propose et ce que je vous propose d'explorer, c'est comment, en fait, les nouvelles technologies vont vous aider à prolonger ce que vous voulez faire comme projet de société. L'esprit qui a fait les grandes choses depuis toujours et qui en ferait de tout autre en d'autres temps. Voilà, il n'est pas nécessaire de refaire bêtement les choses. Il faut s'imprégner du pourquoi, commencer avec le pourquoi et derrière, on peut y adjoindre de nouvelles technologies. Ça ne va pas, l'un ne va pas à l'encontre de l'autre. On peut passer, s'il vous plaît. Alors, moi, ce que je vais vous donner aujourd'hui, ce sont de grandes lignes, des évidences. Premièrement, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Comment on l'entend? Vous allez voir que c'est finalement assez simple. Et je vais faire un focus sur la complexité des données, l'acceptabilité des technologies et la transmission. Voilà, l'explicabilité et la transmission, parce que si vous ne pouvez pas expliquer, vous ne pouvez pas transmettre, et l'impact socio-technique, culturel et écologique des bons choix de ces technologies. Voilà, donc il s'agit aussi d'anticiper sur l'éthique de l'intelligence artificielle et la gouvernance des données, parce que si on n'y réfléchit pas, c'est quelque chose qui peut devenir très rapidement aliénant. Et enfin, tenir compte du risque d'ingérence et garder la main sur des dispositifs numériques complexes. Vous pouvez passer. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? J'ai pris la définition de Wikipédia, je ne suis pas allé chercher bien loin, je la trouvais pas mal. Ce sont l'ensemble des théories et des techniques qui sont mises en œuvre en vue de réaliser des machines qui seraient capables de simuler l'intelligence humaine. Alors, la simulation, on est d'accord, hein, c'est pas Terminator ou c'est pas les films de science-fiction. Là, on est plutôt dans une logique d'artificial intelligence. Intelligence en anglais, c'est le renseignement. Donc, c'est quelque chose, voilà, il ne faut pas partir tout de suite dans la science-fiction et on va rester sur Terre. Vous allez voir que moi, je vais vous parler de l'espace et moi, je vais mettre les pieds dans la Terre. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? Alors, classiquement, qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle? Alors, vous avez des techniques qui sont des techniques, premièrement, dites d'apprentissage supervisé. Ces techniques, en fait, vont être liées. Vous pouvez avancer hein, il y a des animations au fur et à mesure. Voilà, qui vont. On va partir de variables. On va essayer de les expliquer avec un algorithme. Donc, un algorithme, c'est une recette, hein, comme une recette de cuisine. Vous faites un gâteau, vous faites une recette de cuisine. C'est un algorithme. C'est une suite logique d'événements et que vous automatisez par la suite. Donc, on va la comparer à la donnée réelle et ensuite, on lui met un label, c'est-à-dire elle est bonne, elle n'est pas bonne, elle me plaît pas, etc. Et au fur et à mesure, l'algorithme va apprendre
voilà, parce que vous lui avez dit ce qui était intéressant pour vous. Vous pouvez appuyer, s'il vous plaît. Alors, vous avez des exemples encore, allez-y, hein. Je suis désolé, voilà, c'est ça. Vous avez par exemple en mathématiques des opérations assez simples, des opérations de régression. Voilà, donc c'est quand on parle d'une variable qui est dite continue, donc par exemple le temps ou la température, et de la classification lorsqu'elle est dite discrète, c'est-à-dire lorsqu'on peut identifier de manière très précise des choses et qu'il n'y a pas de lien de continuité entre vos différentes valeurs. Alors l'apprentissage non supervisé permet aussi de faire la même chose, mais en fait, vous allez vous servir de paramètres qui sont des paramètres de la donnée elle-même, la manière dont elle va varier, les écarts qu'il va y avoir entre certains indices de tendance centrale, par exemple les moyennes ou les médianes, voilà. Et ah oui, allez-y, avancez, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc on peut essayer de prédire, par exemple, un salaire, voilà. Votre animal préféré, voilà, c'est en fonction de votre métier, d'études, etc. Alors là, vous voyez tout de suite que tous les renseignements que vous donnez sur les réseaux sociaux, par exemple, sont des renseignements qui sont extrêmement importants et stratégiques. La donnée à caractère personnel, on pourra y revenir un petit peu plus loin en matière éthique, la protection des populations, c'est un prérequis pour une intelligence artificielle de confiance. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, les gens vont refuser de donner leurs données ou ils vont mettre de la donnée qui est pourrie. Et en fait, la qualité de la donnée en intelligence artificielle, c'est quelque chose extrêmement important. Alors, quand vous avez la chance d'avoir des dispositifs qui sont des dispositifs d'acquisition de données automatisés comme, par exemple, les satellites, c'est quelque chose qui facilite énormément la tâche. Et c'est aujourd'hui la plupart du temps passé par mon directeur scientifique, c'est le nettoyage des données et le formatage des données. Voilà, tout simplement, je pense qu'il doit rigoler derrière son écran, ou pas. Alors, vous pouvez avancer. Alors, vous avez plusieurs types d'algorithmes, on va passer vite, hein. Vous avez des régressions linéaires, logistiques ou sinusoïdales. Vous allez avoir ce qu'on appelle les k-means, les k-moyennes, les k plus proches voisins, les arbres décisionnels, les forêts aléatoires. Qu'est-ce que c'est en fait tout ça? Ce sont des manières différentes, des styles différents pour en fait classer, repérer un certain nombre de choses. Et à l'intérieur du machine learning, il y a un cas un peu plus particulier qu'on appelle le réseau neuronal et l'apprentissage profond. Alors celui-là, c'est celui dont tout le monde parle, c'est le buzzword pour faire plaisir aux agents marketing, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur? Parce que c'est très important de comprendre comment est constitué un réseau neuronal, au moins dans le principe. Alors j'espère que vous allez me suivre. Alors ça, c'est la représentation marketing d'un réseau neuronal, et vous voyez que j'ai mis peu d'entrées et une seule sortie. Dans la vérité, vous pouvez en avoir des milliers de chaque côté. Donc voilà, essayez de vous imaginer ça, de vous projeter avec des milliers de données. Mais pour l'exemple, en voilà un qui est déjà pas mal, hein, si vous voyez le nombre de liaisons qu'il y a entre chaque variable latente. Donc vous avez des variables explicatives sur votre gauche en vert. Vous avez une variable expliquée en vert sur la droite. Et les petits ronds que vous avez au milieu, ça s'appelle des variables latentes. Et celles-là, elles sont cachées. Et elles ont la particularité, vous allez voir comment on les construit, c'est pas ultra compliqué, mais elles ont la particularité d'être très difficilement interprétables. Premièrement, même par les experts. Deuxièmement, par les personnes qui l'utilisent. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous pouvez appuyer. Donc, en fait, voilà en fait, les entrées et les sorties. Hein, et appuie encore. Voilà, en fait, là, on a des couches, différentes couches qui sont dites des couches cachées. Voilà, donc parce qu'on ne les voit pas et parce qu'on a du mal à les interpréter. Appuyez un petit peu, merci. Donc, voilà, par exemple, je vous donne 4 variables explicatives. Voilà, alors bon, pour faire un réseau neuronal avec 4 variables explicatives, et on va détailler ce qu'il y a dans cette première couche, et vous allez voir que c'est quand même rigolo. C'est pas si ésotérique que ça. Alors, on va projeter en fait chaque variable à l'intérieur du réseau de neurones, vous pouvez appuyer, et on va y adjoindre au hasard un poids, une pondération. Voilà, donc là, j'ai mis 2, 1, 3, 7 et 8, voilà, par exemple, 3, 4,5, 7 et 8, ce sont les variables, et à côté, on a mis 2, 1, 3 et 1,1, totalement au hasard. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Vous pouvez appuyer, s'il vous plaît.
Voilà, donc le réseau de neurones, on va répéter X fois avec au hasard un petit peu un nouveau poids, et à chaque fois on va attribuer un nouveau poids. Donc vous avez par ligne autant de poids, voilà, et vous allez avoir par ligne un score, donc qui est une chimère mathématique. On a multiplié par des poids et on a un score. Voilà. Donc ça, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une variable latente. C'est pas forcément accessible comme ça à l'interprétation. On sait comment ça se construit, on peut expliquer comment ça se construit, mais on ne sait pas dire qu'est-ce que ça vaut 40,3 dans cette couche-là. Vous pouvez passer. Voilà, donc ce sont des calculs linéaires. Donc les calculs linéaires, c'est une droite. Hein. Voilà, pour dédramatiser. En fait, ce que fait le réseau neuronal en partie, eh bien, il va faire des fonctions linéaires. Voilà, vous savez peut-être le faire si vous avez fait un peu de mathématiques. Et vous avez, par exemple, aussi des calculs dits non linéaires. Alors là, vous pouvez appuyer. Par exemple, ce qu'on appelle des fonctions d'activation. Donc là, alors, partez pas en courant. C'est assez facile. Hein. Il y a un seuil et on va dire que toutes les données qui sont en dessous de ce seuil ne nous intéressent pas. Ça va avoir le gros avantage de simplifier les calculs. Et on va mettre des zéros partout. Là, par exemple, ma fonction, c'est une fonction relue. J'ai un seuil et en gros, je dis transforme en zéro tout ce qui est en dessous d'un seuil. Voilà. Donc comme ça va me simplifier un petit peu la tâche. Et cette fonction, c'est pour voir si vous avez un seuil qui est un seuil critique que vous essayez de trouver, vous allez tester justement ce seuil-là à l'intérieur de votre réseau. Et de la même manière qu'on a fait un petit peu au hasard, et bien là aussi, à chaque fois, ça va être refait au hasard. Donc vous pouvez réappuyer, s'il vous plaît. Encore. Voilà. Donc là, vous avez des résultats, encore une fois, très difficilement interprétables, avec des calculs non linéaires. Et appuyer. Et en fait, on va répéter ça. Ça, c'est une couche. Et on va essayer de faire une estimation. Voilà, là, il y a 4 couches cachées. Voilà, une estimation de la variable à expliquer. Donc, par exemple, c'était le salaire moyen. Et on va, à ce moment-là, la mesurer. On va vérifier qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, vous pouvez appuyer. Donc, la valeur réelle, c'était 8. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mes flèches sont un petit peu trop grosses. Eh bien, en fait, en fonction de l'écart qu'il y a entre l'estimation et la valeur réelle, on va corriger au hasard à chaque fois les seuils et les poids qu'on a ajoutés aux variables pour regarder en fait comment on va pouvoir estimer au plus proche la valeur réelle. Et ça, vous le faites, vous pouvez appuyer encore s'il vous plaît, ça vous le faites sur toutes les, allez-y encore, voilà, sur toutes les couches. Donc en fait, vous avez une belle chimère mathématique, elle est incompréhensible, par contre, elle vise plutôt juste. Alors, vous pouvez appuyer s'il vous plaît. Voilà, toujours les variables explicatives. Donc, c'est vachement impressionnant parce qu'en fait, tout est automatisé et c'est un aspect très compliqué quand vous mettez le nez dedans, surtout que vous ne comprenez pas ce que vous regardez pour la plupart du temps. Par contre, ce sont des fonctions statistiques, vous l'avez vu, qui sont relativement simples lorsqu'elles sont mises bout à bout. Par contre, il y a cet effet boîte noire qui dit qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas explicable. C'est peu convivial, c'est-à-dire que si vous devez aller y mettre les mains, vous, utilisateurs, vous n'y arriverez pas, vous aurez besoin de quelqu'un d'autre pour vous aider. Et donc, c'est peu transmissible. Donc, quand vous allez utiliser certaines technologies plutôt que d'autres, il y a un véritable enjeu d'un point de vue culturel, à savoir, alors il y a des fois où on est obligé de prendre un réseau neuronal, parce que par exemple, pour la reconnaissance d'images, un réseau neuronal convolutionnel, c'est très très bon, c'est très efficace, et que ça nous évite beaucoup de calculs. Mais il faut savoir que derrière, si on vous demande de l'expliquer, et moi par exemple, mes clients qui sont pompiers, qui sont policiers, qui sont les forces de sécurité, on a besoin de savoir pourquoi telle ou telle aide à la décision a été préconisée par l'algorithme, eh bien on doit pouvoir tracer et expliquer de A à Z l'ensemble des mécanismes. Donc, quand vous avez 4 variables comme ça va bien, mais quand vous en avez 1500, quand vous avez des millions, ben derrière, c'est intraçable parce que le cerveau humain, il ne sait pas faire. Voilà. Donc là, en fait, on sous-traite quelque part un petit peu d'industrialisation et de prise de décision, et ça, c'est dangereux, parce que si jamais on transmet quelque chose en plus de faux, on ne saura pas dire si c'est faux, et on va le répéter de manière infinie. Je ne sais pas si vous avez en tête l'apprenti sorcier de Walt Disney, avec son balai qui nettoie et qui est magique et qui verse de l'eau à chaque fois et tout le monde se noie parce qu'il y a des milliers de balais qui versent de l'eau et il n'arrive plus à l'arrêter, ça c'est un réseau neuronal. Voilà. Donc, en plus de ça, vous pouvez avoir des biais algorithmiques. Alors, les plus connus, ce sont les biais de reconnaissance faciale. Vous avez une chercheuse du MIT qui s'appelle Joy Buolamwini,
qui a fait une recherche justement pour montrer que entre un visage qui est un visage de type européen et un visage afro-américain, vous aviez des gros biais dans la reconnaissance faciale. Voilà. Oui, alors n'hésitez pas à m'arrêter si vous ne comprenez pas. Alors, une autre chose, c'est que plus vous avez d'automatisation, plus la technologie est robuste, puis elle va prédire, et moins votre cerveau va avoir envie de faire l'effort. Et cette automatisation, en fait, si elle touche une composante clé du métier ou de votre société, eh ben vous allez la perdre progressivement. Donc, en fait, plus vous avez une technologie automatisée performante, et moins les utilisateurs humains qui supervisent le système seront capables, au moment de reprendre la main, de repérer, mémoriser et comprendre les informations critiques. Et lorsque vous faites de la gestion de crise, c'est quelque chose d'important. De reprendre le contrôle manuel, voilà, et de dire, ben non, finalement, l'algorithme, je pense que d'un point de vue métier ou d'un point de vue sociétal, il est en train de faire une grosse bêtise parce que, en fait, c'est juste un algorithme, et de transmettre et d'expliquer le savoir-faire automatisé. Monsieur le maire de la commune de Ouidah, je vais essayer de ne pas rappeler ici toute la liste des personnalités déjà citées par le docteur Adia quand il prononçait son allocution. Je reconnais dans cette salle de la ville de Ouidah d'augustes personnalités et j'en connais quelques-unes. Et à toutes ces personnalités ici présentes, j'adresse mes salutations. Elles sont ici certainement parce qu'elles ont un intérêt à la thématique de l'IA, à la problématique de la sécurité. Madame la ministre du numérique et de la digitalisation aurait souhaité prendre part à cette rentrée inaugurale de la formation en IA, tant c'est un domaine qui l'intéresse. Non seulement l'intelligence artificielle, mais au-delà, le renforcement des compétences numériques. Mais elle est absente du territoire pour des raisons républicaines et m'a demandé de la représenter afin de délivrer aux participants en présentiel et en ligne le message qu'elle a préparé à l'occasion. Je vais essayer de restituer en tenant compte également du contexte. Tout à l'heure, dans les différentes présentations, c'est comme si moi-même, je me suis retrouvé un peu dans l'espace. En tout cas, il fut un moment donné où, tellement emballé, je ne me sentais plus dans cette salle, je me voyais dans l'espace. Et je retiens deux choses fondamentales de cette soirée que nous sommes en train de passer ensemble. L'intelligence artificielle a un fort lien avec les données, le traitement de données massives. On a parlé du data scientist, on a parlé de big data, etc. Et je note également que derrière cette initiative portée par l'AFRIA, soutenue par la mairie de Ouidah, il y a de la coopération, c'est-à-dire un ensemble également de partenaires structurés qui accompagnent l'initiative. C'est annonciateur de ce que l'initiative que vous êtes en train de mettre sur pied est vouée au succès. Et je voudrais vous en féliciter pour cette démarche que vous avez eue, cette vision que vous avez eue, d'anticiper, de ne pas en faire votre chose, mais d'associer toutes les parties qui, d'une manière ou d'une autre,
ont de la compétence, ont de l'expertise à apporter dans cette œuvre qui vise à former des apprenants, à former des citoyens aux enjeux de l'intelligence artificielle. J'ai pu constater que cette formation va davantage s'accentuer sur le New Space, les enjeux du New Space, l'espace, etc. Et la recommandation que Madame la ministre du Numérique et de la Digitalisation aurait souhaité faire, c'est deux choses. La formation doit être opportuniste. Et la formation également en IA doit privilégier l'éthique. Opportuniste parce que, vous le savez, nous ne sommes pas un pays qui a une histoire en termes de conquête spatiale. Nous avons besoin de l'IA pour solutionner les problèmes de la vie auxquels nous sommes confrontés. Et les enjeux, il y en a qui sont prioritaires au Bénin. La santé, l'agriculture, l'urbanisation. Je suis heureux que vous en avez parlé. Évidemment, à cela, il faut intégrer de l'éthique. Parce que ce n'est pas forcément parce que l'intelligence artificielle, a priori, peut permettre de tout faire, qu'il faut se permettre de tout faire. Il y a une limite qui dépend, qui tient son essence du fait que nous devons toujours viser l'humain dans tout ce que nous faisons. Cela dit, c'est important de féliciter la mairie de Ouidah qui est embarquée dans cette démarche. Et cela s'arrime très aisément avec la vision au niveau du secteur du numérique qui est ce qui se fait au niveau central doit pouvoir être répliqué dans les collectivités locales pour que, de façon unilatérale, le développement de l'économie numérique se fasse. Et c'est à justice d'ailleurs que depuis l'année dernière, le ministère du Numérique et de la Digitalisation a pris l'option de faire des tournées itinérantes en intelligence avec les collectivités locales pour débattre, échanger sur plusieurs thématiques, comme par exemple l'intégration des stratégies de transformation numérique des territoires dans les documents de planification communale, la mise en place de centres communautaires de ressources numériques, la dématérialisation des services communaux afin d'améliorer la qualité des services aux populations, le développement des entreprises, des startups et des relais digitaux dans les communes, les programmes de formation et de sensibilisation dans le domaine du numérique. Et donc, ces diverses thématiques, ces différents centres d'intérêt ont été présentés, débattus avec plusieurs communes l'année dernière. Et je sais que cette année, la mairie de la commune de Ouidah fera partie des communes qui seront prises en compte dans le cadre de cette activité. Je ne voudrais pas être long parce que Madame la ministre m'a demandé d'être précis et concis. Mais je voudrais dire ceci. L'intelligence artificielle aujourd'hui est un domaine qui tient à cœur à Madame la ministre du Numérique et de la Digitalisation. Et ce n'est un secret pour personne de dire ici qu'actuellement, nous travaillons à l'élaboration de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle. À cet effet, permettez-moi de remercier encore à nouveau le docteur Adia, le préfet Jasper et le colonel Siavrini qui nous soutiennent dans cette démarche. Je voudrais dire que dans cet engagement, dans cet élan, nous sommes à une étape où nous sommes aujourd'hui, nous avons une parfaite connaissance de l'état des lieux. Quelles sont nos forces? Quelles sont nos faiblesses? Quelles sont les opportunités et quelles sont les menaces éventuelles? Nous avons une visibilité claire là-dessus. Et le souhait que je voudrais faire au nom de Madame la ministre, c'est que nous sommes à une étape où les apprenants qui démarrent leur session de formation ce jour ont toujours la possibilité de contribuer aux réflexions
en remontant leurs propositions, en remontant leurs observations, leurs visions à l'AFRIA, qui pourra toujours les remonter à l'équipe de consultants et tout le comité de pilotage qui accompagne la rédaction et l'élaboration de cette stratégie que, je rappelle, nous voulons opportuniste et vraiment ambitieuse pour le développement de notre pays. Et afin de renforcer les résultats attendus, il nous paraît indispensable d'assurer la sensibilisation des opérateurs du secteur privé, les entreprises, les banques, etc., et les administrations publiques à cette technologie de pointe, l'IA notamment, et de développer une vision commune des futurs écosystèmes IA et New Space. Pour les pays d'Afrique, enclencher cette dynamique constitue une étape essentielle pour nouer des partenariats forts avec l'UE et les autres puissances dans le monde, USA, Russie, Chine, Japon, Inde. C'est donc, vous dire, tout l'intérêt que revêt le CIANA pour l'écosystème numérique béninois et africain et qui justifie la mobilisation de tous les acteurs et parties prenantes ici présentes et en ligne, que je remercie et félicite pour leur mobilisation. UIDA est une terre chargée d'histoire, mais UIDA est également une terre qui donne de l'espoir. Espoir en ce que les apprenants que vous allez former à partir de ce jour seront le porte-flambeau de toute la génération spécialisée en IA pour le Bénin et qui contribuera justement à développer toutes les applications possibles pour l'IA en mettant au cœur de cet enjeu l'éthique et l'ambition forte pour le développement du pays. Et donc, c'est sur ces mots, au nom de Madame Aurélie Adams-Soulé, épouse Zoumarou, je déclare ouverte l'édition 2002 du cycle supérieur en IA et New Space en Afrique, CIANA, en vous souhaitant bon vent et plein succès. Je vous remercie.